Aujourd'hui, on s'embarque pour un voyage au pays du rangement, alors ne vous chargez pas trop. Au cours des 12 dernières années, j'ai eu la chance de faire plusieurs road trips, au Canada, aux USA et en Scandinavie. 4 en voiture, 2 à moto, seul, en couple ou avec des amis. Le plus long de tous, ça a été en 2017, un road trip au départ de Paris et à travers toute la Scandinavie. 8 semaines, près de 11 000 km parcourus, à moto, seul. Parfois je dormais dans des hôtels, choisis au dernier moment, parfois je campais simplement dans la nature. J'avais vaguement un itinéraire de principe, mais peu de dates obligatoires, sauf pour un festival à 1 heure au sud d'Oslo, le Midgårdsblot Festival, et un rendez-vous pour un tatouage à Stockholm avec Malin Carper, une artiste dont j'aime le travail. Mais pour le reste, liberté, indépendance, improvisation, itinérance. Et je pense que cette période m'a fait réaliser à quel point on n'a pas besoin de grand-chose au quotidien. Je me souviens qu'à la fin de ce périple, quand je suis rentré chez moi, dans mon appart près de Paris, j'ai soudain trouvé que j'avais trop de choses, trop d'objets. J'avais vécu 2 mois en me contentant de peu. J'avais une monture, quelques bagages, de quoi camper, un ordi pour écrire, et c'était tout. Et finalement, je m'étais déjà rapproché, avant l'heure, du mode de vie nomade de nos lointains ancêtres du Paléolithique, avant même d'avoir conçu et formalisé la philosophie de vie néo-chasseur-cueilleur. Car c'est un fait, durant des millions d'années, nos ancêtres ont mené des vies nomades. La sédentarité ne s'est généralisée qu'à peu près en même temps que l'invention de l'agriculture. Forcément, quand on se met à travailler une terre, à la cultiver, on n'a pas envie de quitter le coin à chaque nouvelle saison. Alors bien sûr, mon expérience de road trip sur une Harley a peu en commun avec le fait de changer de lieu de vie pour suivre les troupeaux que l'on chasse ou changer de vallée car celle de l'autre côté de la colline regorge de baies et de fruits. Le chasseur-cueilleur, en tant que nomade, vit en symbiose avec son environnement. Il sait toujours plus ou moins où trouver à manger et comment fabriquer un abri. De mon côté, pour la nourriture et pour l'abri, j'avais une tente et surtout, j'avais une carte bleue. Et même si ce road trip a démarré 1 semaine après l'obtention de mon permis de chasser, il n'était pas question d'aller traquer du chevreuil, du renne ou de l'élan durant ce voyage. C'était pas vraiment le projet. Depuis cette expérience, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il arrive un moment dans la vie où, quand on commence à posséder trop d'objets, ce sont eux qui finissent par vous posséder. Ils entravent votre liberté, ils captent votre attention, ils augmentent votre fatigue. Bien sûr, pas tous, pas systématiquement et pas avec la même intensité, mais leur présence n'est jamais anodine. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans cet épisode que j'ai intitulé « Un habitat épuré et nomade ». On va chercher à comprendre d'où vient qu'on se sent mieux dans un environnement épuré et comment on peut s'inspirer des hommes préhistoriques pour aménager notre intérieur. Et rassurez-vous tout de suite, je ne vais pas conclure en vous invitant à dormir sur des peaux de bêtes et à peindre des mammouths et des aurochs avec des pigments sur vos murs. Vous n'habitez pas à Lascaux. Cela dit, rien ne vous en empêche. Je ferai d'ailleurs prochainement un épisode consacré aux activités artistiques et au fait de fabriquer de ses mains. Donc, pensez à vous abonner. Mais revenons au bénéfice d'avoir un habitat épuré et nomade. D'où ça vient et quel intérêt ça représente? Et pour mieux comprendre, jetons un œil dans le rétroviseur pour voir ce qu'était la vie de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. C'est marrant parce que ça me fait penser que sur les rétroviseurs des Harley-Davidson, il est écrit « Objects in mirror are closer than they appear ». Les objets dans le rétroviseur sont plus proches qu'ils n'en ont l'air. Et c'est vrai finalement, le Paléolithique, à l'échelle de l'évolution, c'était hier. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs étaient nomades. S'ils vivaient parfois dans des grottes, c'était par opportunité,
pas par passion pour la déco minimaliste. D'ailleurs, je me dois de préciser une chose. On parle souvent d'hommes des cavernes. Mais en fait, cette appellation est un peu exagérée. Bien sûr, on se souvient des grottes parce que c'est ce qu'on a retrouvé, parce qu'elles ont traversé le temps. Mais en réalité, la plupart des Homo sapiens de l'époque vivaient dans des habitats qui ont tout simplement disparu avec le temps. On parle d'âge de pierre, mais c'était aussi et surtout un âge du bois. Imaginez une hutte légère, faite de branches solides et de feuilles, montée en quelques heures, ouverte sur le monde plutôt que fermée sur elle-même. Une entrée basse, pas de fenêtre, et la lumière qui filtre naturellement. Une maison simple, mais vivante. Le feu n'était pas un élément de décoration, c'était le cœur du camp, souvent en dehors, sous les étoiles. Sur le site de Ohalo 2, vieux d'environ 23 000 ans, on a retrouvé des sols de 6 huttes de branchage, plusieurs foyers extérieurs, une tombe, un dépotoir et même la plus ancienne trace connue de litière ou de couche conservée in situ sur le sol d'une hutte, ce qui confirme bien l'idée d'un habitat léger, vivant, réparable, loin du fantasme de l'homme des cavernes fixé au fond d'une grotte. Les chasseurs-cueilleurs ne vivaient pas au même endroit toute leur vie, mais ils revenaient souvent au même lieu, au rythme des saisons. Ils n'avaient pas une résidence principale et une résidence secondaire, ils avaient un calendrier vivant. L'hiver ici, l'été ailleurs, un mode de vie dicté par le vivant. Pour choisir leur lieu de vie, ils suivaient les troupeaux de rennes, les baies et pas les annonces sur seloger.com. 2 fois, 3 fois, 10 fois par an, on ne peut pas dire de façon catégorique à quelle fréquence ils déménageaient. Les archéologues estiment que certains groupes de chasseurs-cueilleurs pouvaient changer de lieu de résidence tous les quelques jours, quand d'autres vivaient déjà de façon semi-sédentaire. Cela dépend bien sûr des groupes, mais également des lieux et des périodes auxquels vivaient les groupes en question. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'entre chaque lieu, il fallait porter sur soi tout ce qu'on possédait et qu'on voulait garder. On imagine donc qu'avec cette logique, ils devaient éviter de trop s'encombrer. D'autant plus que la plupart des objets, équipements et autres qu'ils possédaient, qui leur étaient utiles au quotidien, ils les avaient fabriqués eux-mêmes. Et donc, plutôt que de tous les porter, ils pouvaient très bien les abandonner et en refabriquer de nouveaux une fois arrivés au prochain camp. De plus, dans une logique clanique, la notion de propriété individuelle est relativement floue. Un bol, une peau pour dormir, un vêtement, un biface en silex taillé, il devait sans doute y avoir des effets personnels, mais pour le reste, nombre d'équipements devaient probablement être davantage des biens communs qu'on utilise quand on en a besoin et qui restent à la disposition de tous. Ce nomadisme ne favorisait donc pas l'accumulation, et encore moins l'accumulation inconsidérée comme maintenant, ce qui avait pour avantage d'avoir un cadre de vie moins tourné sur le matériel, des déménagements plus simples et surtout, le plus gros avantage, aucune obligation de se faire traîner à des vides-greniers le dimanche. Aujourd'hui, posséder nous rassure, c'est un gage de sécurité, de sérénité, jusqu'à un certain point. Pour eux, la sécurité ne venait pas de l'accumulation, elle venait de la capacité à fabriquer, qui une hutte pour s'abriter, qui un épieu pour la chasse, qui une pierre aiguisée pour racler la viande. La sécurité venait aussi des connaissances cumulées, savoir s'orienter, savoir identifier les plantes comestibles, savoir chasser bien sûr, savoir reconnaître les chants d'oiseaux, etc. Tout ça, toutes ces connaissances dispensent du besoin d'avoir une boussole, un GPS ou un smartphone avec les applis PlanteNet et BirdNet. D'ailleurs, au passage, si ces applis vous intéressent, je vous mets les liens dans la description. Enfin, la sécurité venait du clan et de la vie en groupe, du fait de savoir qu'on pouvait compter sur les autres pour sa propre survie. Les réseaux sociaux des peuples chasseurs-cueilleurs contemporains, enfin, quand je dis réseaux sociaux, je parle pas des plateformes numériques, je parle des vraies interconnexions sociales, leurs réseaux sociaux, donc, fonctionnent comme une forme d'assurance. Dans un cas classique cité pour les Hachés, un peuple d'Amazonie, s'il n'y a pas de partage alimentaire, alors chaque foyer pourrait tomber sous la barre des 1000 calories par personne 27% du temps, soit un peu plus d'un jour sur 4, alors qu'avec le partage alimentaire, ce risque tombe à seulement 3% du temps. Et à l'échelle comparative, une étude a même montré que, toutes choses égales par ailleurs, sur la qualité de l'habitat, les chasseurs-cueilleurs connaissaient moins de famine que les sociétés agricoles. On voit dès lors l'avantage que représente une vie passée au sein d'un clan solidaire.
Avec le passage au néolithique et l'invention de l'agriculture, les sociétés humaines ont commencé à se sédentariser. Euh, D'ailleurs, si tous ces concepts de paléolithique, néolithique et autres sont un petit peu flous pour vous, je vous invite à écouter l'épisode 0 intitulé Au fondement du mode de vie néo-chasseur-cueilleur. J'explique tout ça en détail. Donc, avec ces sédentarisations et avec l'agriculture, on a commencé à faire des stocks, à prévoir, à accumuler des grains, des céréales, mais aussi les objets nécessaires à leur culture. En inventant l'agriculture, on a renforcé la notion de propriété individuelle et inventé celle du stockage. Posséder des choses, et surtout posséder beaucoup, accumuler des richesses, était aussi un moyen de se distinguer socialement, de marquer sa supériorité, son pouvoir. Mais ce n'est pas tout. Plus tard, avec l'industrialisation, sont apparus d'autres travers, d'autres excès, parmi lesquels la pollution et la surproduction. Non seulement on a voulu posséder beaucoup, mais cela au détriment même des ressources et de l'environnement. Pire, encore plus tard, avec l'arrivée du marketing et de la mondialisation, ces phénomènes se sont accélérés, le marketing générant un désir permanent de posséder plus, d'acquérir sans cesse de nouvelles choses, et la mondialisation permettant d'acquérir ces produits, ces objets, ces vêtements et autres, à des prix de plus en plus abordables. Alors aujourd'hui, on achète, on stocke, on accumule, on jette et on rachète encore. On ne répare plus l'ancien, on remplace par du neuf. Le système est ainsi fait que, pour beaucoup de produits, il est devenu plus facile, rapide et moins cher d'en racheter un neuf que de réparer l'ancien. Nos armoires craquent, nos placards explosent, nos intérieurs sont saturés. On stocke, on accumule, on garde au cas où. Et bien sûr, en plus de l'impact sur la planète, cela a aussi un impact sur notre cerveau. Ce que je veux vous dire ici, c'est qu'aujourd'hui, un excès de possession perturbe notre cerveau. Nous souffrons de l'accumulation, et ce d'autant plus quand cela s'accompagne d'un désordre ou d'un environnement saturé. Je ne dis pas qu'il faut absolument rien posséder, bien sûr, mais épurer un peu son environnement, sa décoration, ses placards, c'est un moyen efficace et prouvé de retrouver un peu de clarté mentale. Des études ont montré que vivre dans un intérieur trop chargé, avec un désordre visuel trop important, cela générait une charge mentale supplémentaire. La littérature psychologique relie l'encombrement domestique à davantage de stress, de distraction et de moindre bien-être. On ne s'en rend pas compte, bien sûr, car le cerveau traite ces informations de façon inconsciente. Vous ne nommez pas mentalement chaque élément de déco, chaque souvenir au mur, chaque objet qui traîne sur lesquels vos yeux se posent. Mais votre cerveau, lui, traite néanmoins toutes ces informations. Et trop d'objets partout, tout le temps, ça participe aussi à fragmenter votre attention. Déjà qu'avec la surabondance de messages, les notifications, les pubs, les voitures, les gens, les lumières et j'en passe, notre attention est déjà fortement mise à mal. Si on en rajoute chez nous, dans notre demeure, alors que ça devrait être un havre de paix, il faut avouer que c'est un peu dommage, on ne se rend pas service. D'ailleurs, une méta-analyse s'est attachée à répondre à la question « Posséder plus rend-il plus heureux ?» Et cette méta-analyse de 753 tailles d'effets issues de 259 échantillons indépendants conclut à une association négative claire et constante entre matérialisme et bien-être sans évidence d'association positive robuste. En d'autres termes, posséder plus que nécessaire ne vous rendra pas heureux, c'est même le contraire. En plus, je suis persuadé d'une chose, comme je l'ai dit dans l'introduction, à force de posséder des objets, ce sont eux qui finissent par nous posséder. Certains peuvent être utiles bien sûr, mais au final, quand on en a trop, et surtout quand on a peur de s'en séparer, alors on n'est plus vraiment libre. On en devient même esclave. On accumule, on ne veut pas s'en séparer, et puis on se retrouve à l'étroit. Alors on déménage pour plus grand, ce qui veut dire pour plus cher. Alors on travaille plus parce que le loyer est plus élevé. Et comme on gagne plus, on achète plus. Et on accumule encore plus, et ainsi de suite. Bref, c'est sans fin. Et si au lieu de chercher plus d'espace pour nos objets, on cherchait moins d'objets pour notre espace? Eh bien justement, on va voir comment freiner un peu cette accumulation et inverser la tendance. Et pour cela, on va appliquer la logique néo-chasseur-cueilleur et s'inspirer de nos ancêtres du Paléolithique. On l'a dit, ils possédaient peu,
Ils laissaient derrière eux ce qui était trop lourd, trop encombrant à porter d'un camp à l'autre, ils fabriquaient eux-mêmes ce dont ils avaient besoin et ils partageaient beaucoup ce qu'ils possédaient au sein du clan. On peut donc en tirer 3 leçons faciles à intégrer au quotidien. Leçon numéro 1. Avant d'acheter, posez-vous la question: si je devais fabriquer moi-même cet objet, est-ce que je prendrais cette peine? C'est une question amusante car elle vous permet de vous interroger sur la véritable utilité d'un achat que vous êtes sur le point de faire. Exemple numéro 1. J'aimerais faire des ratatouilles et d'autres plats mijotés pour toute la famille, mais je n'ai qu'une poêle et une petite casserole. Est-ce que acheter une sauteuse est une bonne idée? Est-ce que je fabriquerais une sauteuse ou équivalent si je vivais dans des temps anciens? C'est utile, c'est durable, ça satisfait à la fois un besoin et une envie. La réponse est donc oui, ok, je peux acheter une sauteuse. Exemple numéro 2, sur internet, je viens de voir un super t-shirt avec un motif imprimé trop sympa. Est-ce que je me donnerais la peine de fabriquer un tel vêtement avec ce motif précis s'il n'était pas en vente? Acheter un t-shirt vierge, faire un dessin sur Photoshop, trouver une entreprise qui imprime ou acheter une machine pour imprimer moi-même, tout ça pour un t-shirt en plus alors que j'en ai déjà un placard plein. Probablement pas, ce serait trop d'efforts pour un bénéfice marginal faible. Trop de temps et d'efforts pour satisfaire un besoin déjà comblé, celui de pouvoir s'habiller, et une envie passagère, celle de posséder un nouveau t-shirt sympa. Leçon numéro 2, nos ancêtres possédaient peu et laissaient derrière eux. Suis-je capable, moi aussi, de me séparer des objets devenus inutiles? Ici, la technique est assez simple. Par contre, elle est longue et peut-être un peu fastidieuse. Donc, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui pensent qu'il faut faire un gros tri chez soi une bonne fois pour toutes, et ceux qui pensent que c'est mieux de faire progressivement, au fur et à mesure. Pour moi, c'est un peu comme arrêter de fumer. Arrêt brutal et définitif ou diminution progressive, en réalité, aucune option n'est meilleure que l'autre. Ce qui compte, c'est de faire ce qui marche pour vous, selon votre propre personnalité. Donc, pour se débarrasser des objets, pour faire un peu de place et décharger votre intérieur, pour chaque objet, posez-vous seulement 2 questions. Est-ce que cet objet est réellement utile? Si oui, s'il sert au moins une fois par an par exemple, alors on garde. Dans le cas contraire, on passe à la 2e question. Est-ce que cet objet me procure une joie particulière? Il n'est pas strictement utile au quotidien, mais il a une charge affective suffisamment forte. Alors là aussi on peut le garder. En revanche, si la réponse est négative à ces 2 questions, ça dégage. On s'en sépare. Et enfin, leçon numéro 3, nos ancêtres laissaient derrière eux et partageaient au sein du clan. Pour nous, évidemment, il est hors de question de simplement jeter, d'abandonner dans la nature ce dont on ne se sert plus. Nos ancêtres fabriquaient tout en matières organiques comme le bois, les peaux, les fibres, les tendons, les feuilles, et en matières minérales comme les pierres, les os, les bois d'animaux, etc. Et rien de tout cela ne pollue. Pas de métal, pas de plastique, rien. Alors que nous, la plupart de nos objets peuvent polluer. Donc, pour tout ce dont vous allez vous séparer, il y a 3 options possibles. L'option sociale, humaine, c'est-à-dire offrir, donner ou même vendre ce qui ne vous sert plus, mais dont d'autres pourraient avoir l'usage, soit directement de la main à la main, ou par petite annonce, soit auprès d'une association caritative. Il y a l'option écolo, apporter les objets dont vous voulez vous séparer à la déchetterie, afin de valoriser les matériaux qui les composent. Et enfin, il y a l'option créative, c'est-à-dire transformer les objets inutilisés en quelque chose d'autre, quelque chose d'utile. Les vieux t-shirts, par exemple, font de très bons torchons pour laver les vitres. Certains bocaux en verre font des verres à cocktail très originaux. Un ancien placard mural peut très bien devenir un fumoir pour fumer viandes et poissons. Évitez de faire ça en ville quand même, vous n'allez pas vous faire des amis. Bref, donner, recycler ou transformer. Dans tous les cas, on évite une chose, produire un déchet inutile. Et c'est ainsi qu'en achetant moins, en se séparant des objets inutiles et en leur prodiguant une nouvelle vie, qu'on participe à se sentir mieux et plus apaisé chez soi. Dans de futurs épisodes autour du thème, on abordera d'autres sujets comme le mythe du confort moderne et on tentera de répondre à la question « Et si une partie de notre confort moderne nous rendait en réalité plus dépendants et plus fragiles ?» On parlera aussi de l'écart qu'il peut y avoir entre un besoin réel et un besoin perçu. Et vous verrez que notre cerveau de chasseur-cueilleur nous joue parfois des tours et nous fait croire qu'on a besoin de certaines choses alors que pas du tout, on pourrait très bien s'en passer.
Et puis on développera aussi un thème qui me tient particulièrement à cœur, le poids invisible des objets. On verra pourquoi aucun objet n'est vraiment simple. Je vous raconterai l'histoire de la petite cuillère, celle qui se trouve dans votre tiroir à couvert, et je vous montrerai comment une simple petite cuillère peut mobiliser des centaines de personnes, de ressources et d'énergie pour qu'un jour, elle finisse par atterrir chez vous. Voilà, si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner pour ne rien rater, à mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast ou un pouce en l'air sur YouTube. Je sais que tous les podcasteurs vous le répètent sans cesse, donc c'est devenu une formule un peu creuse, un peu convenue. Mais c'est le meilleur moyen de montrer que vous appréciez mon travail et d'augmenter sa visibilité. Et en plus, c'est gratuit et ça prend que quelques secondes à faire, donc merci à vous. Vous pouvez aussi partager cet épisode aux membres de votre clan. Et je suis sûr qu'il y en a sûrement un qui a tendance à acheter trop de babioles et trop de trucs inutiles. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi laisser des commentaires sur Instagram ou sous le podcast pour poser vos questions, partager vos expériences et prolonger la conversation. Le podcast Néo Chasseur-Cueilleur est dispo sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Podcast tous les mercredis soirs et sur YouTube tous les vendredis. Cher Homo sapiens, merci de m'avoir écouté. Rendez-vous dans 7 jours après le coucher du soleil pour une nouvelle discussion dans le cercle du feu de camp. Au revoir et à bientôt.